Bonjour, docteur Laurent Larieux. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes écologue et conseiller forestier. Vous menez des études à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en France, et vous êtes l'un des experts européens des cavités dans les arbres. Et c'est pourquoi le thème de votre conférence sera les cavités dans les arbres, des îlots de ressources éphémères, indispensables à de nombreuses espèces peuplant la forêt. Voilà, vous avez la parole, on vous voit bien sur l'écran et on a aussi votre diapositive. Nickel. Merci André, bonjour à tous. Je vais donc vous parler des cavités qui sont portées par les arbres, enfin qui sont à l'intérieur des arbres, parce que ce sont les lieux de prédilection de mise en place des colonies d'abeilles mellifères, en tout cas sauvages, dans les écosystèmes forestiers. Alors en fait, je vais replacer les cavités dans un contexte un peu plus global de ce qu'on appelle maintenant les dendromicrohabitats. Est-ce que vous voyez ma deuxième diapo là? Il y a peut-être un certain temps de latence. Elle est à l'écran, c'est bon. OK. Donc, je vais évidemment vous parler d'un concept un peu plus global que j'appelle les dendromicrohabitats. Je vais vous définir assez rapidement, mais je ferai un effort de focus sur évidemment les cavités, puisque c'est le dendromicrohabitat qui vous intéresse le plus, je pense, pour votre animal de prédilection. Alors, ces dendromicrohabitats, en fait, je vais les définir, sont des singularités morphologiques, donc vraiment des choses un peu particulières qui sont portées par certains arbres dans les écosystèmes forestiers, donc pas par tous les arbres, mais qui sont portés par des arbres qui sont vivants ou morts. Et leur principale caractéristique, c'est d'être des milieux de vie. Donc on connaît des espèces qui sont liées à chacun de ces dendromicrohabitats. En tout cas, pour que ça soit un dendromicrohabitat, il faut qu'on connaisse des associations, fait des espèces qui sont strictement ou au moins temporairement liées avec ces singularités morphologiques. Alors, vous voyez sur ce schéma que les dendromicrohabitats intéressent toutes les parties de l'arbre. On a des dendromicrohabitats qui sont plutôt situés sur le pied de l'arbre, d'autres plutôt sur le tronc, et puis d'autres qui sont assez spécifiques du houppier, c'est-à-dire de la couronne, de l'ensemble des branches enfin, de la branchaison des arbres. Alors, je vous ai entouré les cavités pour vous montrer que les cavités vont être diverses et nombreuses dans ce groupe de dendromicrohabitats et qu'elles vont intéresser en fait, toutes les parties de l'arbre. Alors, par définition, on connaît des espèces associées aux dendromicrohabitats. Et donc, sur ce schéma, c'est juste une façon de représenter de façon très synthétique la diversité des groupes taxonomiques qui sont intéressés par les dendromicrohabitats, qui les utilisent. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de dendromicrohabitats, ici par exemple les cavités évolutives à terreau de tronc, qui vont être associés avec une très grande diversité taxonomique. Alors, chaque pictogramme représente un groupe taxonomique très large. Ce que je pointe là, c'est pour représenter l'ensemble des insectes, ici l'ensemble des oiseaux, ici l'ensemble des chauves-souris, etc. Donc, on voit que des dendromicrohabitats intéressent une large diversité taxonomique, alors que certains intéressent, en tout cas pour nos connaissances actuelles, intéressent des groupes taxonomiques plus restreints, enfin une moins grande diversité de groupes taxonomiques. Alors actuellement, on distingue 7 grandes formes de dendromicrohabitats, les cavités évidemment, les blessures et bois apparents, les bois morts dans le houppier, les excroissances, les exudats, les structures épiphytiques, épixyliques et parasites qui sont toutes regroupées dans la même grande forme, et puis les sporophores de champignons et puis les myxomycètes qui sont des choses un peu à part et qu'on a regroupées avec les champignons. Alors, ces 7 grandes formes sont subdivisées pour des raisons pratiques en 15 groupes et 47 types. Donc là, je vous ai pris l'exemple des cavités. Et donc, dans la grande forme cavité au sens large, on a 4 formes de cavités et puis on a 15 types de cavités différentes. Alors, quand on les différencie au niveau du type, c'est qu'on a la connaissance d'assemblages taxonomiques différenciés entre les différents types. Il y a une différenciation à la fois morphologique et à la fois biologique parce qu'on connaît des différences entre les communautés qui sont inféodées, enfin associées
à chacun des types. Alors, certains vont héberger des communautés qui sont relativement peu diverses. Alors, j'ai mis peu diverses. Là, on voit dans cette cavité remplie d'eau qu'on appelle des dendrothelmes, hein, on voit qu'il y a quand même une certaine diversité, puisqu'on retrouve des microcrustacés, des flagellés, des nématodes, des champignons, enfin certains groupes de champignons, des mousses, des insectes, etc. Mais si on prend chacun des groupes taxonomiques, si je prends les insectes, il y a des communautés qui sont assez peu diverses. À l'échelle de l'Europe, on connaît à peu près une quinzaine d'espèces d'insectes, surtout des diptères, qui vont vivre dans cet habitat d'androtène assez particulier, qui a des caractéristiques physico-chimiques très particulières, avec des pH un peu élevés, des taux d'oxygène qui sont relativement faibles, etc. Et, et donc, il y a une certaine comment dire, faiblesse de la diversité des communautés associées à ce type de dendromicrohabitat. Par contre, il y a une spécialisation très très forte parce que dans les dendrothelmes, si je reprends le groupe taxonomique des insectes, mais on sait qu'il y a à peu près 50% des espèces d'insectes qui vivent dans les dendrothelmes qui sont strictement associées à ce dendromicrohabitat, donc je ne retrouve pas dans d'autres types de dendromicrohabitat. Alors, à l'extrême, je vais prendre l'exemple maintenant vous voyez à gauche une loge de nidification de piquet pêche. Et si je fais un zoom et que je rentre à l'intérieur d'une cavité d'une loge de piquet pêche qui a une dizaine d'années à peu près, et si je regarde un petit peu les communautés qui sont associées à cette cavité de piquet pêche, je m'aperçois qu'il y a une diversité relativement forte ce coup-ci. Alors, j'ai pris pour exemple là des coléoptères de la famille des élatérides, les taupins, et puis on s'est amusé à regarder quelles étaient les communautés liées, enfin, de coléoptères élatérides à l'intérieur de cette cavité-là. Et donc là, vous voyez le prédateur principal avec ses principales proies, et on a sans difficulté différencié 4 groupes différents qui occupent des positions différentes dans la cavité parce que le milieu a une certaine variabilité. Et donc, la cavité, ce genre de cavité, abrite une grande diversité de groupes taxonomiques, premièrement, et à l'intérieur d'un groupe taxonomique, une grande diversité d'espèces. Alors, ces dendromicrohabitats supportent un grand nombre de fonctions biologiques, une grande variété de fonctions biologiques, parce que certains dendromicrohabitats servent pour certaines espèces simplement d'abri, alors qu'à l'extrême, certains dendromicrohabitats permettent à certaines espèces de boucler l'ensemble de leur cycle de vie. Et donc, il y a un certain gradient de dépendance de l'espèce au dendromicrohabitat. Évidemment, une espèce qui va boucler un cycle de vie complet dans un type de dendromicrohabitat donné va être beaucoup plus dépendant de ce dendromicrohabitat qu'une espèce qui va simplement l'utiliser temporairement comme un abri. Alors, ces dendromicrohabitats ont la particularité dans les écosystèmes forestiers d'être à la fois des objets écologiques et des objets sylvicoles. Alors, objets sylvicoles, parce que les gestionnaires forestiers connaissent les dendromicrohabitats, en tout cas une certaine partie d'entre eux, parce que, en particulier, les dendromicrohabitats qui comportent du bois en décomposition, qu'on appelle saproxylique, sont en fait des défauts des défauts au sens commercial et forestier du terme, qui déprécient le bois et donc qui réduisent la valeur économique de l'arbre qui le porte. Et donc, un des objectifs pendant des centaines d'années de sylviculture pour les gestionnaires forestiers, c'était de réduire les arbres porteurs, la densité d'arbres porteurs dendromicrohabitats pour augmenter la valeur moyenne du peuplement forestier. De notre côté, on a les naturalistes et les biologistes de la conservation qui considèrent la même chose, la même type de cavité, par exemple, le même dendromicrohabitat, comme un objet écologique, parce que cette singularité, on l'a dit, constitue un milieu de vie et donc abrite des espèces qui ont un rôle fonctionnel dans l'écosystème et qui ont un rôle également de conservation de la biodiversité. Et donc, cette espèce de dualité a généré un conflit qui s'est en partie réglé il y a une quinzaine d'années maintenant
par des espèces de compromis entre les gestionnaires et puis les naturalistes et les biologistes de la conservation, des compromis qui ont été concrétisés entre autres par des standards négociés de type PEFC, FSC, des standards de gestion durable de la forêt, entre guillemets, mais leur pertinence écologique est très discutable parce que ces standards ont été négociés sur des connaissances qui étaient tout à fait fragmentaires à l'époque. Alors, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les aspects économiques de la présence des dendromicrohabitats, évidemment, mais sur l'aspect écologique. Et donc, je vais vous parler maintenant un peu le cadre des dendromicrohabitats comme objet écologique. Alors, tant surprenant que ça puisse paraître, il y a eu une similarité assez forte entre l'ours blanc sur son glaçon à droite et puis ce coléoptère élatéride, Limoniscus violaceus, pour le nommer, qui vit exclusivement dans les cavités à terreaux de pied, qui sont très évolués. En fait, mon image était pour illustrer ce qu'on appelle un îlot de ressources éphémères, parce que je trouve que ce concept-là traduit bien un petit peu la réalité écologique des dendromicrohabitats. Alors, un îlot de ressources éphémères, par définition, a trois principales caractéristiques. Un, c'est un site de haute qualité. Bon, on a vu dans une diapo précédente qu'il y avait évidemment un gradient de dépendance, mais néanmoins, il y a quand même une recherche des espèces de ces dendromicrohabitats pour boucler ou pour au moins une partie de leur cycle de vie. La deuxième caractéristique de ces îlots de ressources éphémères, c'est qu'ils sont limités spatialement, et ça, on verra que ça a des importances très fortes sur le fonctionnement du système. Et donc, la limite spatiale d'un dendromicrohabitat, ben, c'est nécessairement la dimension de l'arbre, puisque par définition, un dendromicrohabitat, c'est une singularité portée par un arbre. Donc, en général, c'est de dimension infra-arbre. Et puis, la troisième caractéristique, et non la moindre, c'est le fait d'être temporaire. Alors, si je prends l'exemple d'un dendromicrohabitat de type X, ben, une des façons d'être temporaire de ce dendromicrohabitat, c'est de disparaître et régulièrement dans les forêts exploitées, par la coupe et par l'exportation de l'arbre porteur, on fait disparaître un certain nombre de dendromicrohabitats. Une autre façon plus subtile de disparaître, c'est de se développer, de changer et de passer d'un type X à un type Y. Alors, je vous ai mis en dessous une série dynamique. C'est une des seules séries dynamiques sur lesquelles on a un peu de certitude en termes de genèse et de dynamique des dendromicrohabitats. C'est la série qu'on va appeler de bois sans écorce vers cavités attéraux les plus évolués. Et donc, imaginez, j'ai un arbre, un arbre voisin tombe, par exemple, et arrache une partie de l'écorce sur une surface suffisamment conséquente pour que l'arbre ne puisse pas recouvrir la blessure par sa croissance. Et donc, j'ai inexorablement un passage de bois sans écorce qui évolue par sa proxylation, c'est-à-dire par décomposition de cette plage de bois qui est sans protection, qui évolue graduellement vers plusieurs stades de bois sans écorce. Et puis une cavité va se creuser et je vais atterrir, in fine, à avoir décomposer l'ensemble du bois mort qui est à l'intérieur de l'arbre, du cœur de l'arbre, et donc à créer une grande cavité, un grand espace ouvert avec du terreau au fond. Voilà. Et donc, chaque fois que je vais passer d'une phase à l'autre, là, ben, je vais en fait changer de type de dendromicrohabitat, enfin, en tout cas changer un certain nombre de caractéristiques clés du dendromicrohabitat qui va amener des variations dans les communautés associées à chacun de ces dendromicrohabitats. Donc, c'est une façon de caractériser, enfin de prendre en compte le côté temporaire du dendromicrohabitat. L'arbre, quand il est vivant, porte un dendromicrohabitat. S'il meurt sur pied, par exemple, et qu'il conserve son dendromicrohabitat, ben, les conditions microclimatiques, etc., vont également évoluer. Et donc, je vais avoir un changement, pas drastique, mais un changement suffisamment conséquent des conditions pour que je puisse également pour que je constate également des changements de communauté associés. Et puis une dernière façon d'être temporaire pour un dendromicrohabitat,
c'est d'être disponible, en tout cas dans sa forme utilisable, sur des périodes de temps courtes. Et là, je reprends l'exemple de ma cavité remplie d'eau qu'on appelle des dendrothelmes. Eh bien, une cavité remplie d'eau dans un arbre joue son rôle de dendrothelme pour les espèces strictement associées que quand elle est remplie d'eau. Donc, quand j'ai une période de sécheresse assez conséquente et que par évaporation, toute la quantité d'eau est partie, ben, ce dendromicrohabitat n'a plus un fonctionnement de dendromicrohabitat. On voit donc également le côté temporaire de ce genre de dendromicrohabitat. Alors, on sait assez peu de choses sur la genèse et sur la dynamique des dendromicrohabitats parce que ce sont des objets qu'on étudie depuis assez récemment. Néanmoins, on a essayé de vous résumer là sur ce graphique un certain nombre de choses concernant les cavités. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous constatez qu'il y a plusieurs types d'éléments déclencheurs hein, qui peuvent être simplement la croissance de l'arbre qui va permettre la mise en place de dendromicrohabitats comme des concavités racinaires autour des racines, enfin dans le creux des racines ou également des dendrothelmes qui se forment, des petites cuvettes qui vont recueillir l'eau et qui se forment donc dans les fourches des arbres. Et puis, il y a également des phénomènes, enfin des causes biotiques ou abiotiques qui vont conduire à la genèse des dendromicrohabitats. Ce qui complexifie un peu l'affaire, c'est que il y a une assez grande variété de processus dynamiques post-création du dendromicrohabitat qui va amener une transformation plus ou moins rapide de chacun des dendromicrohabitats sur d'autres grands types ou sur des types relativement équivalents quand il n'y a aucun processus dynamique, comme c'est le cas par exemple sur ces cavités racinaires à fondure qui vont rester des cavités racinaires à fondure. Alors, je l'ai abordé très rapidement précédemment, les processus dynamiques vont conditionner les communautés associées. Et donc là, je vous ai illustré, toujours avec mes coléoptères et latérides, illustré ce qui se passe, avec quelques exemples simplement, hein, ce qui se passe dans cette série dynamique des cavités évolutives athéro. Vous voyez que certaines espèces, comme la première illustrée ici, est plutôt inféodée au stade 1 et 2 de cette série dynamique, mais on peut l'observer également dans les stades 3, 4 et 5, alors que certaines espèces, comme ce Limoniscus violaceus, va être strictement inféodée au stade 4 et 5 et on ne l'observera jamais dans les stades précédents. Donc on a bien une espèce d'évolution parallèle des communautés associées, avec évidemment des recouvrements dans les assemblages, mais une certaine évolution qui suit l'évolution du type de dendromicrohabitat. Alors, les conséquences à l'échelle du peuplement forestier, la première conséquence, c'est que si on veut maintenir une situation, en tout cas à peu près équivalente, il y a nécessité d'avoir un flux de dendromicrohabitats. Et la deuxième conséquence, et qui est plutôt une question de recherche actuellement, c'est que, évidemment, qu'on subodore un effet de la densité sur la richesse biologique qui vit, enfin la diversité taxonomique qui vit dans un peuplement forestier, mais on peut également faire l'hypothèse que la distribution spatiale des arbres habitats va jouer également sur la complexité de la biodiversité observée dans les forêts. Alors, ces patrons de distribution spatiale sont actuellement assez mal connus parce que c'est une question qu'on se pose depuis assez peu de temps. Mais je vous illustre là, sur la gauche, sur ce graphique-là, la représentation graphique d'une parcelle de 10 hectares qui est installée dans une hêtraie primaire d'Ukraine et dans lequel on a inventorié l'ensemble des arbres sur 10 hectares et inventorié l'ensemble des arbres porteurs, de l'ensemble des dendromicrohabitats. Et donc là, vous avez une échelle de variation de densité des cavités latéraux et vous voyez qu'il y a des parties sur ces 10 qui sont plutôt assez pauvres, naturellement, hein, puisque c'est une forêt qui est sans exploitation depuis au moins depuis plusieurs centaines d'années.
vous avez des densités assez pauvres, assez faibles de cavités, alors que vous avez certaines zones qui sont plus chargées en arbres porteurs de cavités. Donc, il semble exister en forêt subnaturelle des patrons de distribution spatiale. Bon, on a mis en évidence qu'il y avait un effet site extrêmement fort. Donc, les conditions topographiques et de localisation du site jouent beaucoup sur ces patrons. On est en train d'essayer de démêler tout ça. Mais néanmoins, il semble exister des patrons de distribution spatiale. Et ce dont on s'est aperçu également, c'est que la gestion forestière modifiait ces patrons de distribution spatiale. Alors pourquoi les modifications du patron de distribution spatiale pourraient-ils impacter les communautés qui sont associées aux cavités, par exemple? Ben parce que un certain nombre d'espèces qui sont associées aux dendromicrohabitats ont des capacités de dispersion qui sont relativement faibles. Et donc, si on considère qu'un certain nombre de ces communautés fonctionnent plutôt en métapopulation, c'est-à-dire qu'il y a des séries d'extinctions et de recolonisation des ressources d'habitat par ces espèces-là, on a besoin d'avoir d'avoir la possibilité de recoloniser des dendromicrohabitats dans lesquels se serait produite une extinction pour des raisons stochastiques diverses et variées. Et donc, si on prend l'exemple des coléoptères saproxyliques, c'est-à-dire des coléoptères qui sont associés au bois en décomposition, on s'aperçoit que sur le gradient de capacité de dispersion que l'on connaît sur les coléoptères saproxyliques, ben, il y a évidemment des, des scolitides, enfin de la famille des scolitides et puis des buprestes, donc certains groupes taxonomiques de coléoptères saproxyliques qui sont capables de franchir des distances très importantes de plusieurs kilomètres pour recoloniser une ressource nouvellement créée, alors qu'on a les coléoptères cavicoles, dans les coléoptères saproxyliques qui vivent dans les cavités des arbres, qui ont des capacités de dispersion qui sont relativement faibles. Alors pour l'illustrer, je vous ai mis à droite une étude sur toujours le même Limodiscus violaceus, le topin violacé, et on s'aperçoit qu'au-delà de 200 mètres de distance d'une cavité occupée par le Limoniscus, mais la probabilité de constater une présence de Limoniscus dans une autre cavité située à plus de 200 mètres, elle est relativement faible. Et donc ces insectes, entre autres, ont des capacités de dispersion donc a priori assez réduites. Et donc, il faut que la ressource se trouve à une distance inférieure à leur capacité de dispersion pour assurer le fait que, par création d'un nouveau dendromicrohabitat ou par extinction de la population qui l'occupait, ben, il y ait possibilité de recoloniser ce dendromicrohabitat par les espèces associées. Alors, on a regardé si cette hypothèse est juste, on devrait avoir une similarité des assemblages associés à un type d'endromicrohabitat. Plus les arbres sont proches, plus on devrait avoir des similarités d'assemblage. En fait, on a regardé ça sur les cavités atéraux de pied dans une chaînée exploitée en France et puis dans la hêtraie primaire que je vous ai décrite précédemment, donc en Ukraine. Et on a constaté que cette hypothèse est totalement vraie. On a un haut degré de significativité, de similarité d'assemblage pour la chaînée et on n'a pas trouvé de relation claire, en tout cas significative pour la hêtraie. Ceci étant dit, on avait changé de contexte puisque là, on est dans des cavités qui sont portées par le hêtre. Ici, on est dans des cavités qui sont portées par les chênes. Et puis, on avait surtout une gamme de distances très différentes dans les deux études. Dans cette chaînée, on s'intéressait à des cavités qui étaient distantes entre 0 et 6 km, alors que dans cette hêtraie, on s'est intéressé à des cavités qui étaient distantes entre 0 et 400 mètres. Donc, on voit qu'il y a l'hypothèse tient la route, mais ceci étant dit, il y a un effet du contexte et des distances certainement entre les cavités sur cette relation.
Alors, si on se projette à une échelle un peu plus vaste de l'écosystème forestier, on s'aperçoit que ces dendrons microhabitats participent à un réseau fonctionnel d'habitat qui est assez complexe parce que les espèces qui sont associées aux dendrons microhabitats, même celles qui vivent, enfin qui bouclent leur cycle de vie à l'intérieur des dendrons microhabitats, d'un même dendron microhabitat, mais ont besoin de ressources supplémentaires ou complémentaires à l'échelle de l'écosystème forestier. Alors, je vais détailler un petit peu ces notions de complémentation de ressources et de supplémentation de ressources. Ben, l'exemple le plus frappant de complémentation de ressources nécessaire aux espèces, c'est l'exemple des espèces multi-habitats. Je prends l'exemple, par exemple, d'un coléoptère saproxylique dont la larve boucle son cycle larvaire et son cycle de nymphose dans le terreau d'une cavité à terreau. Ben, une majorité des adultes de ces espèces-là sont floricoles, c'est-à-dire ont besoin de ressources florales à l'intérieur du même peuplement forestier ou du même massif forestier pour pouvoir boucler réellement le cycle de vie, se reproduire, maturer, etc., etc. Il y a d'autres cas, évidemment, un peu plus simples. Le cas des chauves-souris qui peuvent loger dans des cavités, certaines espèces le font, dans des fentes ou dans des cavités, et qui ont besoin, par exemple, de ressources en eau, d'un petit plan d'eau ou d'une rivière pour pouvoir s'abreuver avant de partir en chasse. Et puis, vous avez le cas aussi typique que vous connaissez tous de certains hyménoptères cavicoles qui bâtissent leur colonie ou leur nid dans les cavités et qui ont besoin évidemment de ressources florales pour alimenter la colonie. La supplémentation de ressources, c'est le fait de disposer d'une ressource équivalente, similaire ou équivalente en nombre supérieur à 1 dans une forêt. Et cette supplémentation de ressources, ben, elle est également indispensable à de très nombreuses espèces parce que si je prends l'exemple des cavités, par exemple, et d'une colonie de chauves-souris, eh bien, en ayant à disposition un grand nombre de cavités similaires à l'échelle du peuplement forestier, ben, je vais limiter l'impact de la prédation par le déplacement de cavité en cavité. Je vais réduire le parasitisme et je vais également avoir la possibilité de m'adapter à des variations microclimatiques, entre autres, hein, parce que chacune des cavités va être orientée de façon différente, va être entourée d'une quantité de bois différente, va être portée par des espèces différentes, avec des flux d'eau différentes, etc. Et donc, je vais pouvoir tamponner un petit peu les variations climatiques à l'intérieur de mon peuplement par l'utilisation de cavités avec des caractéristiques différentes. Alors voyons maintenant quelques aspects de biodiversité très rapidement qui sont associés aux cavités au sens large dans les écosystèmes forestiers. Alors comme vous l'avez vu dans une des premières diapos, ben, ces cavités au sens large accueillent une très grande variété de groupes taxonomiques. Alors je vous ai mis quelques illustrations, ce n'est pas exhaustif. Là vous voyez des champignons, un columbole, là, un raton laveur. Ici, vous avez un batracien avec un crapaud commun là, qui était dans une cavité de pied, des oiseaux, évidemment, des gastéropodes, des mousses, des araignées, etc. Donc, une très grande variété de groupes taxonomiques est associée aux cavités au sens large. Et ce qui complexifie un petit peu l'affaire, c'est qu'il y a des véritables réseaux d'utilisateurs qui sont dépendants des cavités. Là, je vous ai mis un extrait d'une publication de collègues de Colombie-Britannique. Vous avez ici 5 espèces d'arbres qui ont été étudiées. Ici, 6 espèces de pics vivant dans ces forêts-là, plus les cavités de type naturel, c'était les cavités à terreau générées par exemple par une chute de branche ou par une blessure. On s'aperçoit que il y a deux grands groupes qui vont utiliser ces cavités dans un deuxième temps, mais déjà des oiseaux qui sont incapables de creuser totalement leur cavité, donc qui vont aménager la cavité, mais qui vont réutiliser des cavités préalablement creusées par les pics, qui sont des créateurs primaires de cavités.
Et puis, vous avez toute une série de cavicoles secondaires qui sont totalement incapables de faire quoi que ce soit, qui ne peuvent qu'utiliser les cavités une fois mises en place. Et ça recouvre chez les oiseaux des passereaux, mais aussi des canards, des rapaces, etc. Et vous voyez l'ensemble des relations d'utilisateurs sur cet ensemble de cavités. Il y a des véritables réseaux très complexes qui permettent en fait, d'utiliser les cavités pendant des dizaines d'années après leur création. Alors, voyons maintenant quels sont les arbres porteurs de cavités dans les forêts. Alors, premier constat, les très gros arbres vont jouer un rôle déterminant pour la disponibilité en dendromicrohabitat. Alors là, ce n'est pas un graphique qui traite des cavités spécialement, mais dans l'ensemble des dendromicrohabitats. Et je vous ai mis un exemple de forêt de montagne, de sapinière qu'on a étudié. Alors, sur ce graphique, en abscisse, ici, vous avez les arbres les plus petits vers les arbres les plus gros. Hein. Ici, vous avez le nombre d'arbres à l'hectare et en vert, la population de sapins pectinés là, que nous avons étudié. La courbe en bleu représente le pourcentage d'arbres qui sont porteurs d'au moins un dendromicrohabitat parmi la population d'arbres étudiés. Et on s'aperçoit que plus le diamètre augmente, plus le pourcentage d'arbres porteurs augmente et de façon drastique. Et donc, vous voyez que les petits sapins pectinés qui sont inférieurs à 20 cm de diamètre sont très peu fréquemment porteurs, hein, puisqu'on a moins de 5% des arbres de ce diamètre-là qui sont porteurs d'au moins un dendromicrohabitat, alors que plus de 60% des arbres qui dépassent 1 mètre de diamètre vont porter dendromicrohabitat. La courbe rouge représente la contribution de chacune des classes de diamètre dans l'offre des dendromicrohabitats à l'échelle de la forêt. On s'aperçoit que ces arbres-là, qui sont les plus gros et qui sont relativement peu nombreux, logiquement beaucoup moins nombreux que les petits arbres dans le peuplement, en fait, contribuent de façon quasiment égale et même supérieure aux arbres de petite taille. Et donc, ces très gros arbres jouent un rôle vraiment déterminant sur l'offre en dendromicrohabitat. Alors, non seulement il contribue très fortement à la densité d'arbres porteurs de dendromicrohabitat, mais il contribue de façon significative à la diversité des types de dendromicrohabitat qui sont disponibles dans le peuplement. Là, en abscisse, vous avez le nombre d'arbres qu'il faut observer pour pouvoir observer autant de types, enfin de groupes de dendromicrohabitat. Dans cette étude, nous avions étudié 8 groupes de dendromicrohabitat. Et puis, plus la ligne, la courbe est grossière, et plus ça représente les arbres de classe de diamètre supérieur. On s'aperçoit de deux choses. La première chose, c'est que plus les arbres sont gros et moins il faut observer d'arbres pour observer un grand nombre de types. Mais surtout, seuls les arbres des deux dernières catégories de grosseur ont porté dans cette étude l'ensemble des formes de dendromicrohabitat que nous avions étudiées. Et les petits sont incapables de porter ces formes-là. Et donc, pour avoir de la diversité de dendromicrohabitat, des diversités de types dans une forêt, il faut absolument qu'il y ait la présence de ces arbres de très grosses dimensions. Là, ce graphique est là pour illustrer que toutes les espèces d'arbres ne se comportent pas de la même façon par rapport aux dendromicrohabitat. Et là, je vous ai mis l'exemple des cavités. Alors, en abscisse, ici, vous avez le diamètre auquel 5% des arbres de l'espèce ont formé une première cavité, avec ici les cavités atéraux, et puis ici les loges de pic. On s'aperçoit que certaines espèces contractent des cavités atéraux de façon, enfin, sur des pas de temps relativement longs, sur des diamètres relativement conséquents, pendant que certaines espèces, là vous avez les chênes, les frênes, le châtaignier et puis les érables, un grand nombre, localement, un grand nombre des individus de ces espèces d'arbres-là
peuvent contracter assez rapidement des cavités attéraux. Pour les loges de pic, on s'aperçoit que les diamètres sont relativement plus conséquents parce que les loges de pic sont des événements assez rares malgré tout. Et donc, avant d'avoir 5% de la population qui a contracté une loge de pic, il faut attendre que la population ait atteint des gros diamètres. Mais on s'aperçoit ici, surtout en relatif, des variations assez importantes et certaines espèces comme les hêtres, par exemple, si vous avez le hêtre européen et puis le hêtre oriental, ou alors le charme, sont capables de produire, enfin de contracter des loges de pic assez rapidement. Et donc le mélange d'essences dans un peuplement va aussi influer sur la capacité du peuplement à fournir enfin, assez rapidement ou peu rapidement des dendrons microhabitats et ça a aussi une influence en fait sur la diversité des types parce que par exemple les conifères et les feuillus ne portent pas à un stade donné exactement les mêmes types de dendrons microhabitats. Alors ici, une étude que nous avons menée sur ce qu'on appelle la co-occurrence, c'est-à-dire on s'est posé la question de savoir si certains dendrons microhabitats cohabitaient de façon statistique significative plus souvent sur les mêmes arbres que d'autres. Et donc là, je vous ai mis en rouge les cavités attéraux et puis les loges de pic. On s'aperçoit que chez les feuillus, quand un arbre porte une cavité attéraux ou une loge de pic, il a une très forte probabilité de porter un certain nombre d'autres dendromicrohabitats, donc de cumuler la présence de plusieurs types de dendromicrohabitats sur le même arbre. Alors pour les conifères, hein, c'est beaucoup moins fréquent et donc le niveau de co-occurrence est plus faible. Et on s'aperçoit que les cavités attéraux et les loges de pic ont statistiquement une très forte probabilité de se trouver en même temps qu'un manque d'écorce. Barclos, là, c'est le fait que l'écorce soit manquante et que le bois soit donc le bois d'aubier soit en contact avec l'extérieur. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, quand même de densité, hein, parce que les arbres à cavité ne sont pas, ce sont pas des dendromicrohabitats qui sont extrêmement fréquents, même dans les forêts qui sont subnaturelles. Hein. Là, je vous ai mis des statistiques sur une large base de données qu'on a maintenant au niveau européen et en faisant un tri par les forêts qui n'ont pas été exploitées depuis plus d'un siècle, on s'aperçoit que bon, les cavités attéraux de tronc, on observe à peu près autour des 3% des arbres porteurs, des arbres au-dessus de 10 cm de diamètre, à peu près 3% des arbres sont porteurs de cavités attéraux de tronc. Alors si je prends un niveau moyen, une densité moyenne d'arbres de plus de 10 cm de diamètre à 400 hectares, ça fait à peu près une douzaine, dans ces forêts-là subnaturelles, une douzaine de cavités attéraux de troncs par hectare. Et puis pour les loges de pic, c'est beaucoup plus rare encore, hein, on est à 0,1%, voilà, ce qui représente moins d'un demi-arbre à l'hectare. Hein, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors c'est évidemment, ce sont des valeurs qui sont moyennes hein, sur à peu près 100 000 arbres. Et donc, il y a des cas de figure, évidemment, localement, où vous avez des densités qui sont différentes de ces chiffres-là, mais en moyenne, voilà ce qui se passe au niveau européen. Alors, quelques aspects maintenant de la gestion, puisque je vous ai dit que la gestion perturbait un petit peu l'offre en microhabitat. Donc, on va rentrer un peu dans les détails des effets de la gestion sur les arbres porteurs de cavités. Et on s'aperçoit d'abord que l'exploitation forestière elle réduit la ressource en cavité. Alors, il est faux de penser que la diversité totale, la densité totale d'arbres porteurs d'endromicrohabitats est constamment plus faible dans les peuplements exploités que dans les peuplements subnaturels. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux dendromicrohabitats, les dendrothelmes, donc ces cavités remplies d'eau, et puis surtout les bois sans écorce, c'est-à-dire les blessures qui mettent à nu comme ça une partie du tronc ou du pied de l'arbre. Ces deux dendromicrohabitats sont vraiment favorisés par l'exploitation forestière. Le cas typique, c'est
la fabrication de dendrothelmes, évidemment, par la coupe de certaines espèces qui s'y prêtent, hein, qui fabriquent, qui forment des cavités après la coupe. Et le cas typique du bois sans écorce, ben, c'est le dégât, entre guillemets, de débardage, c'est-à-dire vous sortez les arbres des forêts et en passant avec le tracteur à côté de l'arbre, vous avez des blessures comme ça qui se créent sur un certain nombre d'arbres qui sont sur le passage des grumes qui sont débardées. Et donc, par le jeu d'augmenter artificiellement le nombre de dendrothelmes et de bois sans écorce dans les forêts exploitées, on a parfois des compensations qui font que la densité totale, elle est très variable et qu'on a parfois des densités d'arbres porteurs d'andromicrohabitat qui sont relativement équivalentes dans les arbres, dans les peuplements qui sont exploités que dans les peuplements qui sont subnaturels. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours une beaucoup plus faible diversité des types dans les bois exploités que dans les bois subnaturels, et en particulier parce que un certain nombre d'andromicrohabitats sont franchement défavorisés par l'exploitation. C'est le cas des fentes, c'est le cas des cavités, et puis c'est le cas également des sporophores, des champignons lignivores. Et puis ce qui est un peu plus subtil, mais qui va jouer également sur la capacité d'accueil de votre peuplement pour la biodiversité associée aux dendromicrohabitats, c'est le fait que les patrons des proportions relatives sont très différents dans les peuplements exploités par rapport aux peuplements naturels. Par exemple, les dendrothelmes sont un type d'andromicrohabitat qui est relativement rare dans les forêts subnaturelles. C'est de l'ordre de autour de 1 dendrothelme ou 1,5 dendrothelme à l'hectare. Alors que dans des peuplements exploités, on a observé jusqu'à 70 dendrothelmes à l'hectare. Donc on a une profusion de dendrothelmes qui fait qu'on change complètement les patrons de proportions relatives. Alors, pour revenir à l'aspect de distribution spatiale qui était abordé un peu plus haut, réduire la densité fortement, ça va influer sur la distribution spatiale, sur la distance minimale entre les arbres porteurs du même type de dendromicrohabitat. Et donc ça risque de gêner les espèces qui ont des capacités de dispersion qui sont adaptées, qui ont coévolué avec les patrons de distribution spatiale de ces dendromicrohabitats-là. Augmenter de cette façon-là, c'est-à-dire multiplier par un facteur 50 ou 60 la présence d'un andromicrohabitat, ça n'apporte rien en termes de biodiversité. Hein. Réduire drastiquement dans la densité, ça impacte fortement et négativement les populations. Augmenter significativement la proportion d'andromicrohabitats rares en les faisant devenir extrêmement fréquents, l'hypothèse est que ça n'apporte pas grand-chose ou rien en termes de biodiversité. Alors, une figure sur un peuplement, sur une forêt du centre de la France qui est connue, la forêt de Troncé, hein, parce qu'on sort du chêne sur des durées de production qui sont relativement longues, afin de sortir des très hautes qualités de chêne, entre autres pour fabriquer du meringue, pour mettre du vin dans des tonneaux. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer la pression de contrôle que peut mettre en place un gestionnaire sur la quantité d'arbres habitat. Donc ici, vous avez un gradient d'âge du peuplement, parce que c'est des peuplements qui sont conduits en fuite régulière, et donc tous les arbres ont à peu près cet âge-là dans le peuplement. Et si vous vous souvenez de la courbe que je vous ai montrée sur le sapin, quand on gravit l'échelle de temps ou l'échelle de diamètre, on devrait avoir une proportion d'arbres porteurs qui est de ce style-là, c'est-à-dire qui est exponentielle, avec une augmentation très très forte du pourcentage d'arbres porteurs avec l'augmentation du diamètre ou de l'âge. Or, ici, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ici, vous avez en ordonnée la proportion des arbres de plus de 70 cm qui sont porteurs par rapport à tous les arbres de plus de 70 cm qui sont présents dans le peuplement. Et on s'aperçoit qu'il y a une stagnation à des taux relativement faibles d'ailleurs, des arbres qui sont porteurs d'andromicrohabitat. Ça montre bien que le gestionnaire a contrôlé la densité des arbres qui étaient porteurs d'andromicrohabitat, et ça sur des massifs entiers. Alors ce contrôle, en fait, il se passe de deux façons différentes pour les feuillus et pour les résineux.
Pour les feuillus, là c'est un exemple de Vetrée sapinière montagnarde, pour les feuillus, c'est significativement le marteleur qui va réduire le nombre d'arbres porteurs pour la simple et bonne raison que j'indiquais dans une des premières diapos, c'est qu'évidemment, un certain nombre de dendromicrohabitats sont des défauts qui vont réduire la qualité la qualité et la valeur commerciale de l'arbre. Et donc, c'est bien le marteleur qui va purger les arbres qui portent des défauts, selon lui, donc, et pour nous, qui portent des dendromicrohabitats. Alors que pour les conifères, c'est plutôt la réduction du diamètre d'exploitation qui va jouer sur l'offre en dendromicrohabitat. Et c'est lié au fait que les conifères, globalement, contractent des dendromicrohabitats plus tard dans leur vie, enfin à des diamètres plus gros que les feuillus qui sont capables néanmoins de contracter des dendromicrohabitats sur des diamètres relativement faibles. Du coup, si je résume l'impact de la gestion forestière, ben, elle a un impact négatif dans tous les cas, qui est global sur la ressource en dendromicrohabitat, avec un effet cumulatif avec, entre le fait qu'il y ait souvent une moindre densité d'arbres habitat, qui est toujours une moindre diversité dendromicrohabitat, et puis qu'on perturbe les patrons de distribution spatiale, et donc on a toutes les chances, en plus en réduisant la densité d'arbres habitat, d'espacer beaucoup plus les arbres habitats que dans des forêts subnaturelles, et donc de rendre cet espacement beaucoup moins favorable pour les espèces associées. Et tout ça, ça conduit à une perte de biodiversité que l'on observe constamment dans les peuplements, en tout cas pour la biodiversité qui est associée aux dendromicrohabitats, hein, qu'on observe constamment dans les forêts gérées par rapport aux forêts qui ne sont pas gérées. Ceci étant dit, pour légèrement tempérer mon propos, les actes de gestion peuvent parfois localement favoriser soit l'apparition, soit la conservation de cavités. On voit à gauche l'exemple d'émondages de frênes communs qui se font. Ce type d'émondage se fait de temps en temps dans des paysages de bocage ou dans des paysages comme ici montagnards. Et évidemment, en coupant régulièrement des branches comme ça, on crée des blessures qui créent des cavités attéraux, qui favorisent l'arrivée de champignons lignivores qui profitent de ces blessures. Et ces champignons lignivores permettent à leur tour de ramollir un petit peu le bois et de permettre à certains pics de creuser leur loge, par exemple. Et à droite, un autre phénomène, c'est que les labels de certification forestière préconise la conservation d'un faible nombre, mais néanmoins d'un certain nombre d'arbres porteurs dendromicrohabitats, et en fait focalise constamment sur les arbres cavités. Donc la conservation est en quantité relativement faible, mais néanmoins tous les arbres conservés sont en général porteurs de cavités. Alors, on pourrait penser aussi à fabriquer des cavités, mais ce n'est pas une tâche facile. Un certain nombre de collègues italiens ou allemands se sont lancés dans ces opérations, au moins ponctuellement. Et là, ce sont deux photos qui ont été prises dans la forêt des Brach en Bavière du nord-ouest. Et on voit que ces cavités qui ont été artificiellement creusées à la tronçonneuse pour fabriquer des cavités attéraux deviennent assez rapidement, souvent seulement des dendrothelmes, donc ce n'est pas tout à fait l'objectif recherché. Et puis, dans cette forêt où la croissance des arbres est relativement forte, on a la fabrication assez rapidement de bourrelets de recouvrement, et si la blessure n'a pas été assez conséquente, on a une fermeture de la cavité, donc une utilisation moins facilitée pour les espèces associées. Et je conclus en vous donnant les références de trois documents de vulgarisation qu'on a publiés récemment et qui vous permettront, si vous le souhaitez, approfondir un petit peu les connaissances sur ce domaine des dendromicrohabitats. À gauche, vous avez un guide de poche là, qui décrit qui vous donne les clés de reconnaissance et quelques renseignements sur les 47 types de dendromicrohabitats que l'on connaît actuellement. Ici, au milieu, vous avez une petite synthèse de nos connaissances actuelles scientifiques sur la question avec des recommandations pour les gestionnaires. Et puis à droite, vous avez
sur YouTube actuellement 25 petites vidéos très courtes qui vous présentent 25 types de dendromicrohabitat de façon assez synthétique sur le terrain. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention. Merci, docteur Laurent Larieux. Merci, Laurent, pour cette belle conférence, très illustrée, très intéressante. Et donc, bonne suite de journée.